Alors, une vidéo courte sur quelques concepts de relativité restreinte que j'ai préalablement évoqués dans mes précédentes vidéos et également sur quelques exercices. Bon, ce sont des concepts importants et je pense que c'est intéressant d'insister dessus car c'est les concepts clés de la relativité restreinte et il y a pas mal d'exercices sur ces aspects-là. Alors, on considère un événement E sous la forme d'un quadrivecteur, donc à quatre composantes. Bon, par exemple, notre événement E qui a comme composante 0 pour la composante suivant les X, 0Y, 0Z et 0 suivant la composante spatiale, dans RT', dans R ou dans R', va rester inchangé. C'est le même événement spatio-temporel. Si maintenant je considère un événement E1 qui dans mon repère, mon référentiel inertiel de base a pour abscisse X et pour coordonnées spatio-temporelles T, sachant qu'on a un boost suivant l'axe des X, d'accord? Donc la vitesse de mon référentiel R' inertiel par rapport à R est suivant X. On a déjà vu donc que la transformée de Lorentz transforme ce jeu de coordonnées spatio-temporelles. Donc mon événement E1 va se transformer en un autre événement dans R', dont les coordonnées spatio-temporelles sont les suivantes. Ben, X va se transformer en gamma facteur de X moins Vt, où gamma c'est donc le facteur de Lorentz, 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré. Et V, c'est la vitesse de R' par rapport à R, uniforme, translation rectiligne par rapport à X, à OX. Donc les jeux de coordonnées Y et Z en fait restent inchangés puisque il n'y a pas de boost suivant Y et Z. Et par contre, on observe, de même qu'on a observé une contraction des longueurs, hein, si on peut dire, on observe une dilatation temporelle, le temps n'est pas le même, exprimé dans R', et cet instant t observé dans grand R va devenir l'instant gamma, donc le préfacteur de Lorentz, fois t, ce même instant, moins, donc un facteur qui est v sur c carré fois x. Donc autrement dit, il y a une intrication en fait entre la coordonnée temporelle et la coordonnée spatiale qui va créer donc ce quadrivecteur, ce nouveau quadrivecteur dans R'. Et on voit donc bien là que en fait l'espace-temps est quelque chose d'intriqué. Il n'y a pas un espace absolu, il n'y a pas un temps absolu, mais il y a un espace-temps absolu. Déjà, on peut le voir rien que dans ce passage de coordonnées-là. Alors, si on s'intéresse à la distance, en fait, on va dire, on va parler de distance temporelle dans le référentiel grand R entre mes deux événements caractérisés, donc exprimés sous forme de quadrivecteur spatio-temporel. Donc mes deux événements E0 et E1. D'accord? Donc la distance temporelle entre mes deux événements E0 et E1 exprimée dans mon référentiel inertiel de référence grand R, c'est T, ok? Puisque la différence E0 considère que c'est l'événement origine, d'accord? En T égale 0, et E1 c'est produit à l'instant T. Donc la différence de temps, en fait, on mesure la distance temporelle comme différence de temps d'horloge, en fait, avec une horloge qui est synchrone avec mon référentiel R. On mesure donc T. Maintenant, si on s'intéresse à cette même distance temporelle, ok, entre mon même événement E0 et mon événement E1, d'accord, cette fois-ci exprimé dans mes coordonnées donc spatio-temporelles, dans mon nouveau référentiel inertiel R', dont on connaît le mouvement dans l'absolu par rapport au référentiel initial. Et bien à ce moment-là, cette distance temporelle va être égale, donc entre ces deux mêmes événements, mais exprimés dans deux référentiels inertiels différents, d'accord, va être égale dans R' à donc le facteur de Lorentz, qui est un préfacteur, multiplié par T moins V sur C au carré de X. Déjà, on voit que plus gamma est important, plus en fait gamma est grand, plus V tend vers C, hein, plus le, en fait, plus la vitesse, en fait, plus notre référentiel R' va avoir un mouvement, une vitesse, je dirais, de déplacement proche de celle de la lumière, plus en fait cette distance temporelle va se dilater et gamma va devenir effectivement très grand. Voilà. D'un autre côté, on voit que pour V très petit devant C, le rapport V sur C tend vers 0, ok? Si on considère V comme étant 10-3, 10-6 de C, voilà, on voit même plus, eh bien,
gamma va tendre vers 1 et on aura la distance temporelle entre E1 et entre E0 et 1 exprimée dans R' qui sera sensiblement égale à la distance temporelle dans mon référentiel inertiel R. Et on retrouve, je dirais, quelque part la transformation galiléenne. Ok. Donc maintenant, on va considérer un événement E2, d'accord? Donc si on considère un événement E2 qui a une abscisse X dans le référentiel inertiel, mais mesurée à l'instant de départ d'origine t égale 0 dans R, eh bien cet événement E2 va se transformer suivant donc la transformée de Lorentz au quadrivecteur événement suivant. Donc il va y avoir donc le boost gamma X suivant l'axe des X, hein, vous voyez comme ici, même si on a une vitesse, comme on considère l'événement à l'instant t égale 0, le produit Vt est égal à 0. J'ai oublié une parenthèse au passage, vous la mettrez. Bon, coordonnées d'espace Y et Z restent inchangées. Par contre, on a une coordonnée temporelle qui intervient ici de manière algébrique négative. On a moins gamma V sur C carré fois X dans R'. Voilà. Alors, là, je prends l'exemple en fait d'une rotation. Ok, on suppose en fait un jeu de coordonnées dans le même référentiel, ok, où en fait x', y' sont obtenus par rapport à x, y par rotation d'angle θ. Bien, pour une rotation d'angle θ, pour un système de coordonnées dans un même référentiel inertiel, là on n'a pas changé de référentiel, d'accord? Eh bien on va voir que delta x' est différent de delta x et delta y' va être différent de delta y. Pour autant, lorsqu'on calcule en fait la quantité delta x' carré plus delta y' carré, eh bien on s'aperçoit que c'est égal à la quantité delta x carré plus delta y carré. En ce sens, une rotation, hein, une rotation d'angle θ dans un système de coordonnées voilà, donné, sur un référentiel inertiel donné, il n'y a pas de changement de référentiel, est un invariant dit géochronométrique. Ok. Eh bien, nous, on va construire également, on l'a vu hein, dans les précédentes vidéos, on va construire un invariant qui va être sensiblement égal, mais ça va être un invariant entre deux référentiels inertiels, dont l'un est en déplacement uniforme, translation rectiligne uniforme par rapport au premier. Donc, si je reprends mon jeu d'équations de Lorentz, ma transformée de Lorentz, donc le prime étant relatif donc à mon référentiel R', d'accord? Quand il n'y a pas le prime, c'est mon référentiel inertiel de base, d'origine. Eh bien, on va voir donc que x' est égal à gamma x moins gamma v0t. Bon, v0, parfois c'est v. Bon, v0, c'est la vitesse de R' par rapport à R. OK? Et t' qui est égal à gamma t moins gamma v0 sur c carré x. D'accord. Bon, on va juste un petit peu changer en fait ces coordonnées pour pouvoir homogénéiser en fait mon quadrivecteur. On va multiplier t' par c, donc à gauche, par la vitesse de la lumière. Donc on multiplie une vitesse par un temps, donc des mètres secondes moins 1 par des secondes, on obtient des mètres, donc c'est bien homogène à une longueur. Et donc on obtient ce jeu de relations à droite. Donc on va avoir ct' qui va être égal à gamma ct moins, donc V0 je l'exprime, c'est V0 sur C, moins V0 sur C. Bon, le carré va s'enlever puisqu'on multiplie par C, donc V0 sur C x. Et pour x', on fait apparaître le coefficient V0 sur C, on fait apparaître CT en fait à ce niveau-là. Donc je précise bien donc l'expression de gamma, le facteur de Lorentz, que je pense que vous connaissez maintenant par cœur. Gamma qui est égal à 1 sur racine de 1 moins V0 sur C au carré. Eh bien on va calculer, donc avec la transformée de Lorentz, l'intervalle qu'on va appeler delta x' carré moins delta de ct' carré. Donc ça c'est un intervalle et on va le calculer. En fait le but c'est de démontrer que c'est un invariant. Effectivement c'est un invariant de Lorentz, c'est un invariant, quel que soit le système de coordonnées, d'un référentiel R à un référentiel inertiel. Mais on va le montrer. Donc je considère toujours mon même événement E0, d'accord, qui est mon événement origine spatio-temporelle. Donc c'est mon quadrivecteur, donc 0, 0, 0, 0 dans R. Et on considère un événement E2, donc il y a pour coordonnées spatio-temporelles x, y, z et ct dans R. Bien sûr, on note bêta qui est égal au rapport V0 sur C, qui est une vitesse adimensionnée, puisque c'est le rapport entre la vitesse de déplacement de mon référentiel inertiel R' par rapport à mon référentiel inertiel de base R sur la célérité de la lumière. Donc bêta est bien une vitesse adimensionnée. Ok?
Bien. Eh bien, mon événement E2, qui a pour coordonnées x, y, z, t dans R, va se transformer en dessous, en cet événement-là, d'accord, par ma transformée de Lorentz. Donc on va avoir E2, c'est E2', en fait, c'est ce même événement, mais exprimé dans le référentiel R'. J'ai oublié le grand R' ici, vous le corrigerez, mais vous comprenez que c'est bien ça. Donc E2 va être égal, donc pour sa coordonnée en x, puisque le boost est suivant x, puisque V est suivant x. Donc on va avoir donc pour x' en fait, x' qui va être égal à gamma, donc facteur de x moins bêta ct. Y et z restent inchangés puisque le boost n'est pas suivant y ni z. Et on va avoir donc une modification temporelle, d'accord, de même qu'on a une contraction des longueurs, exprimée dans R', enfin apparente, hein. Eh bien on va avoir un boost, une dilatation temporelle, donc également, et T' qui va être égal à facteur de Lorentz gamma, multiplié par Ct moins bêta x. Alors encore une fois, je ne reviens pas sur les transformées de Lorentz, j'ai fait des cours, des exercices dessus de manière abondante. Bon, voilà, cette transformée de Lorentz, elle donne ça. Vous avez juste appliquer la matrice, la lorentzienne. Ok, bien maintenant on va donc calculer cette quantité, et on va démontrer, on va voir que c'est un invariant de Lorentz. Donc on va la calculer dans R et dans R'. Ici on la calcule dans R', puisque dans R, elle est simple, hein. Dans R, c'est x carré plus y carré plus c carré moins ct carré. En fait, c'est moins ct carré plus x carré plus y carré plus z carré. Et donc, dans R', on va donc avoir cette quantité qui va être égale à, donc, pour les x, donc gamma carré x facteur donc de x moins bêta c au carré, moins gamma, moins la partie temporelle. Bon, j'ai oublié les xy, mais c'est pas grave. C'est pas très important puisqu'on considère que voilà, xy, non, je ne sais pas oublier, c'est la différence entre y et y qui est égale à 0, la différence entre z et z qui est égale à 0. Bien, donc moins gamma carré facteur de ct moins bêta x carré, donc on développe. Bon, plutôt que développer, là, je fais rentrer le gamma facteur. Et donc, je vais avoir donc, du x carré facteur de gamma carré moins gamma carré bêta carré, plus gamma carré bêta carré moins gamma carré facteur de ct au carré. Ct au carré, c'est mon t carré. Autrement dit, je peux mettre cette quantité sous la forme gamma carré, facteur de 1 moins bêta carré, facteur de x carré, moins c carré t carré. Bon, là, vous voyez cette quantité-là, je l'ai mise en facteur tout simplement. Ok. Et j'ai fait sortir gamma. Hein. Autrement dit, donc avec bêta qui est égal à v sur c et gamma qui est notre facteur de Lorentz 1 sur racine de 1 moins bêta carré, on vient de montrer que x' carré moins ct' carré est égal à x carré moins ct carré. Autrement dit, cette quantité-là est bien un invariant de Lorentz. C'est un invariant par changement de référentiel. Encore une fois, pour effectivement la distance, la pseudo-norme, la pseudo-distance qu'on a définie, le pseudo-produit scalaire, d'accord? Bon, voir une vidéo précédente sur le sujet. Donc tout ça, ça montre quoi? Ben, ça montre qu'il y a une structure géométrique sous-jacente qui mêle espace et temps. D'où la notion d'intervalle d'espace-temps. Alors, à l'intervalle entre deux événements quelconques, donc comment va-t-il se mesurer, comment va-t-il se calculer en relativité? Donc je considère l'événement E1, donc, qui est caractérisé par mon quadrivecteur spatio-temporel, donc de coordonnées x1, y1, z1 pour les coordonnées spatiales et de coordonnées t1. Bon, il est d'usage de mettre ct1, mais là j'ai mis t1 pour la coordonnée temporelle. Et mon quadrivecteur E2 qui caractérise donc un certain événement E2 dans mon référentiel inertiel de base grand R, qui est caractérisé donc par le jeu de coordonnées spatiales x2, y2, z2 et par la coordonnée temporelle t2. Donc je vais calculer donc mon i carré, mon intervalle d'espace-temps entre E1 et E2. Donc je le calcule de la même manière que précédemment. Donc je fais donc la pseudo-norme qui a été déterminée. Autrement dit, i carré de 1 à E2, c'est x1 moins x2 carré, plus y2 moins y1 carré, plus z1 moins z2 carré, moins, d'accord, on l'avait vu ça précédemment, ct2 moins ct1 au carré. Autrement dit, cet intervalle entre deux événements, je peux le mettre sous une forme, sous la forme suivante, sur la norme au carré de delta R, où R c'est mon vecteur espace dans R3, d'accord, moins la norme au carré de delta CT. Par changement de référentiel,
bien évidemment, la norme de delta R prime est différente de la norme de delta R. On a également que la norme de delta T prime, donc la mesure de la différence d'intervalle entre la différence d'intervalle temporelle absolue mesurée dans le référentiel R prime est différente de la différence temporelle absolue mesurée dans le référentiel. Quand je dis absolu, c'est relatif au référentiel R dans R. Par contre, on a que I carré, donc le carré de mon intervalle d'espace-temps défini de cette manière, ok, est constant, quel que soit le référentiel. Alors, j'avais déjà évoqué ces différents types d'intervalles, les trois types d'intervalles, intervalle genre temps, intervalle genre espace, et il y a le genre lumière. Je ne sais même pas si j'en parle ici. Bon, donc on va revenir un peu dessus. On a donc delta S carré qui est égal au module de delta R au carré, j'oublie un carré, là c'est génial. Bon, vous mettez moins delta ct carré. Autrement dit, delta s carré pour un intervalle de genre temps va être négatif. Je vous rappelle, donc delta s carré donc, est égal à delta x carré plus delta y carré plus delta z carré moins c carré delta t carré. Donc pour un intervalle de genre temps, delta s carré est strictement négatif. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un référentiel dans lequel mes deux événements E1 et E2 concernent en fait le même point du référentiel. C'est-à-dire qu'ils ont lieu au même endroit. En effet, si on prend, on prend l'événement E0, donc mon quadrivecteur E0, donc qui est caractérisé par les coordonnées 0, 0, 0 dans R, qui sont également les coordonnées 0, 0, 0 dans R', par transformer Lorentz. Vous avez qu'à transformer ce quadrivecteur par Lorentz, vous obtenez ceci. Maintenant, mon événement E1, qui est caractérisé par une certaine abscisse X dans R et un certain temps qui s'est écoulé par rapport à E0 dans R, ok, c'est le temps T qui est écoulé par rapport à E0 dans R, mesuré par une horloge dans R, ok. Ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal, dans mon référentiel R', au quadrivecteur suivant, qui est obtenu donc par transformée de Lorentz. Pour la partie spatiale en X, suivant le boost, d'accord, de R' par rapport à R, on a du gamma dans le facteur Lorentz, facteur de X moins bêta CT, 0, 0 pour les composantes X, Y qui ne changent pas, et on a la dilatation temporelle de notre relativité restreinte qui est gamma, facteur de t moins bêta x. Si x moins bêta x est égal à 0, alors E1 a lieu en 0, 0, 0 dans R'. Ok? Puisque ce terme-là est égal à 0. D'accord? Donc, et ces trois termes-là, ça représente les coordonnées spatiales. Donc en fait, spatialement, mon événement E1 pour x moins bêta ct égale 0 a lieu dans R', tout comme E0, c'est-à-dire au même point de coordonnées spatiales, pas temporelles. Il faut juste que x soit égal à vt. D'où le genre temps, car on peut en fait lui annuler sa composante temporelle en se mettant dans le bon référentiel. Il y a certains référentiels où entre deux événements, on n'a pas bougé, il s'est juste écoulé du temps. Dans un autre référentiel, il y aura un changement de temps et d'espace. Cet intervalle est relativiste ou du pur temps. Donc pour ct égale bêta x égale v sur cx, on a v qui est égal à c carré t strictement inférieur à c, d'où c4 t2 strictement inférieur à c2 x2, bon il y a du x que j'ai oublié ici, génial. c2 t2 strictement inférieur à x2, on a x2 moins c carré t2 qui est strictement négatif. Voilà. Donc j'ai parlé de l'intervalle genre temps, je n'ai pas parlé de l'intervalle genre espace. Alors juste quelques définitions, puisque je l'ai défini, mais finalement j'en ai parlé, mais j'ai pas donné la structure mathématique de l'espace-temps de Minkowski dans les vidéos précédentes, je pense. Bien, l'événement, donc l'espace-temps, ça va être, en fait, on va considérer un événement comme une structure dans l'espace affine à 4 dimensions. On va noter grand E l'ensemble des intervalles et grand V un espace vectoriel donc de dimension 4. On considère l'application phi qui va de E croix E dans V, qui a un couple AB, associe phi de AB le vecteur AB. On a les deux propriétés qui sont vérifiées dans un espace de structure affine à 4D.
on a la relation de Chasles qui est vérifiée, autrement dit, la somme vectorielle AB plus BC est égale à C, vectoriellement. Et quel que soit A, le point, enfin, le quadrivecteur espace-temps, quel que soit petit v appartenant à grand V, il existe un et un seul B tel que le vecteur AB soit égal au vecteur V. Bon, ça c'est la définition mathématique sous-jacente, en fait, la structure mathématique à l'espace-temps de Minkowski, qui est l'espace-temps en relativité restreinte. Donc on a un espace affine dans la direction de l'espace vectoriel grand V. Et on définit donc justement une pseudo-norme, c'est pas une norme au sens absolu, c'est une pseudo-norme, gamma, donc gamma qui est notre quadrivecteur espace-temps, donc qui a pour coordonnées spatiales x, y, z et pour coordonnées temporelles t. On lui associe une norme au carré qui se calcule comme suit, x carré plus y2 plus z2 moins c carré t2. Donc cette quantité est écrite en termes de coordonnées, mais les coordonnées sont libres. Donc cette quantité est invariante par changement de référentiel, c'est ce qu'on vient de voir. Donc il y a une convention de notation, bon, très souvent, c'est la convention d'Einstein. Bon, gamma, on peut le noter, on note très souvent en fait gamma avec la partie temporelle au début, donc CT, et ensuite les trois coordonnées spatiales, ici y, z dans R. Donc ce gamma, ce même gamma qui a ses coordonnées quadrivecteurs événement dans R, va avoir donc l'homologue dans R' en tant que quadrivecteur qui est CT', X', Y', Z'. Si on note en fait X, le vecteur Vx avec, en fait on met des indices covariants en haut, X indice covariant 0, X indice covariant 1, X indice covariant 2, X indice covariant 3. Autrement dit, ce vecteur X se décompose suivant mes vecteurs de base, donc X covariant 0 suivant E0, plus X covariant 1 suivant E1, plus X covariant 2 suivant E2, plus X covariant 3 suivant E3. Bon, X0 représente très souvent la coordonnée spatiale. X1, X2, X3, c'est en fait c'est X, Y, Z. Hein. Bon, il faut le savoir dans les exercices ou en relativité un peu plus poussée. C'est cette notation qui est utilisée. On n'utilise plus X, Y, Z en cartésienne. Voilà. Et X0, en fait, c'est le temps. D'accord? Tandis que X1, X2, X3, ce sont les coordonnées d'espace. D'ailleurs, la pseudo-norme avec cette notation se calcule comme suit. Hein, la norme au carré du vecteur, du quadrivecteur X, en fait, est égale à moins X0 carré. Donc, on met moins le carré de CT, moins C carré T carré, plus X covariant 1 au carré, correspond à X, plus X covariant 2 au carré correspond à Y, plus X covariant 3 au carré correspond à Z. Bon voilà, j'ai noté moins plus pour le moyen, je dirais, mnémotechnique. Donc en fait, bon, en mathématiques, en fait, c'est une forme bilinéaire alternée. Donc on la notera, cette pseudo-norme, état de XX. Pour la forme bilinéaire, G de AB, c'est un demi de G de A plus B, G de A plus B, moins G de A et moins G de BB. Autrement dit, état de x1, x2, ça va être le produit scalaire. Le produit scalaire au sens du produit scalaire défini en relativité restreinte, hein, en espace-temps de Minkowski, et pas, encore une fois, le produit scalaire dès qu'on connaît dans R3. x1 scalaire x2, qui est donc égal à moins x1 covariant 0, x2 covariant 0, plus x1 indice covariant 1, x2 indice covariant 1, plus x1, oui, plus x1 indice covariant 2, x2 indice covariant 2 plus x1 indice covariant 3, x2 indice covariant 3. Bon, on peut représenter cette forme bilinéaire sous la forme d'une matrice dans une base orthonormée et on obtient que état est de cette forme-là. En fait, plus en avant en relativité générale, on va définir des tenseurs et en fait ces tenseurs métriques vont pouvoir permettre de comprendre quelle est la géométrie de l'espace sous-jacent et on peut avoir des géométries plus complexes que la géométrie de Minkowski. Donc ça c'est une pseudométrique, c'est la pseudométrique de Lorentz en vigueur dans l'espace de Minkowski, donc en relativité restreinte. Voilà. Alors, j'ai défini, enfin, je passe à un autre chapitre, au chapitre sur les quadrivecteurs, donc quantité de mouvement. Donc, on a défini la quantité de mouvement comme étant le quadrivecteur quantité de mouvement comme étant égal à m fois le quadrivecteur vitesse. Autrement dit, le quadrivecteur quantité de mouvement est égal à m fois
gamma V et gamma C. À basse vitesse, on a gamma qui est sensiblement égal à 1, gamma MV donc qui va être sensiblement égal à MV, et on retrouve la quantité de mouvement classique. En relativité, on pose donc P qui est égal à gamma MV, où donc gamma, vous le connaissez, c'est le facteur de Lorentz. On a donc le quadrivecteur P qui se met sous la forme gamma MV, gamma MC. Donc quelle est la norme de P au sens des quadrivecteurs? On a la norme de P, au carré qui est égal à gamma carré M2C2 moins gamma carré M2V2 qui est égal à M2 gamma carré facteur de C2 moins V2 qui est égal à M2C2 qui est donc un invariant. Donc je vous ai détaillé le calcul ici en violet. En fait, bon, j'ai substitué en fait gamma par sa valeur 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré. Vous vous apercevez qu'en fait au dénominateur vous avez du C2 moins V2 sur C2. Vous en prenez l'inverse. Donc en fait c'est du M2C2 facteur de C2 moins V2 sur C2 moins V2, c'est égal à M2C2. Bon, finalement, vous pouvez vous apercevoir que l'énergie en mécanique relativiste, c'est gamma mc carré, et elle se met donc sous la forme mc2 plus 1 demi de mv2. Vous retrouvez l'énergie cinétique en mécanique classique. mc2, en fait, c'est tout simplement l'énergie de masse ou l'énergie au repos de la particule. Donc on pose en relativité grand E qui est égal à gamma mc carré. Mc carré étant l'énergie de masse ou l'énergie au repos de la particule. Voilà, dans le cas général, mon énergie cinétique, en fait, se met la différence entre mon énergie totale, gamma mc carré, moins mon énergie au repos mc2. C'est gamma moins 1, facteur de mc2. Pour avoir un ordre de grandeur, pour la masse de l'électron, en fait, on obtient un mec carré qui est égal à 511 kV, sachant qu'un électron-volt, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc, notre quadrivecteur P, en fait, qui fonctionne de gamma mv et de gamma mc, peut se mettre sous la forme donc pour conserver l'homogénéité, en fait, E sur C pour la partie temporelle, en fait, qui représente l'énergie donc temporelle donc de la particule, et P qui est donc mon vecteur quantité de mouvement. Ainsi, on a P qui est égal à mv en quadrivitesse. Donc bon voilà, ça vous l'avez vu précédemment, gamma on retrouve la mécanique classique. Ok, donc j'ai refait le même calcul, génial. Bon voilà, j'ai redétaillé les calculs en fait. Bon voilà, c'était en fait une vidéo un peu courte sur des concepts de relativité les plus importants, je dirais, qui interviennent dans des exercices aussi. Voilà, la notion d'espace-temps, la notion de quadrivecteur surtout, et la transformée de Lorentz vue vectoriellement. Voilà.